Bonjour à tous. Ils font trembler le régime d'Ibrahim Boubacar Keïta au Mali. Plusieurs mouvements réunis au sein du M5 et du Rassemblement des forces patriotiques, auréolés de l'influent imam Mahmoud Dicko, ont appelé les Maliens à descendre dans la rue pour la deuxième fois. C'était le 19 juin dernier. Des dizaines de milliers de personnes ont répondu à cet appel à la place de l'indépendance de Bamako, la capitale. Leur revendication principale, la démission du président Ibrahim Boubacar Keïta, le chef de l'exécutif malien qui a tendu la main aux manifestants, se dit même prêt à dissoudre l'Assemblée nationale et à reprendre les élections législatives contestées. 4 membres de la Cour constitutionnelle également dans le viseur. Des contestataires ont démissionné, rendant l'institution incapable de statuer, faute de quorum. Par ailleurs, la CEDEAO, la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, a dépêché certains émissaires pour rencontrer les leaders des mouvements, mais ils ne décolèrent toujours pas. Question, jusqu'où ira le M5, le mouvement du 5 juin au Mali dans ses différentes revendications? Mesdames et messieurs, c'est la question en débat sur votre émission Angle de vue de ce jour avec mes invités. Aimé Tchefa, bonjour. Bonjour. Vous êtes sociologue, vous êtes expert en stratégie de développement. Merci d'accepter notre invitation. Merci. En face de vous, Bruno Aromanyangao. Monsieur Bruno, bonjour. Bonjour. Merci aussi d'accepter notre invitation. Vous êtes, vous, écrivain et puis consultant politique. Merci d'être ici. Aimé Tchefa, c'est à vous que je m'adresse en premier. Le M5 a encore fait carton plein le 19 juin dernier. Merci. Il faut dire que le Mali est dans une situation très très indélicate, mais qui en même temps, pour les universitaires pratiquants de sciences sociales, notamment de la science politique, reste un terrain d'expérimentation. Est-ce que ce que fait le M5 en fait, disons que le président Ibeka, consciemment ou inconsciemment, leur a donné des raisons de se mettre ensemble, c'est-à-dire mouvements et partis politiques, organisations de la société civile, organisations religieuses, qui estiment qu'ils sont un rassemblement de forces patriotiques, pas politiques, patriotiques, puisque c'est ce que le P signifie. Alors, depuis que ce mouvement a commencé, avec en fait, je le dis selon moi, ça c'est selon moi, une seule revendication aujourd'hui et qui est bien corsée, le départ du président Ibeka, puisque c'est la raison finale de leur manifestation et de leur mouvement. Alors, quand on regarde tout ce qui est fait, les promesses du président Ibeka, qui de mon point de vue quand même ne manquent pas de pertinence, lorsqu'un chef d'État élu est réélu, et je me souviens, à un moment donné, le peuple malien lui-même, pratiquement, les partisans du président Ibeka, l'ont supplié pour être candidat. Souvenez-vous, les images avaient circulé. Alors, lorsqu'on parle de là, et qu'on en arrive à là où il est aujourd'hui, et qu'un président comme celui-là est prêt à faire un gouvernement d'union nationale, tout comme si il revenait de nulle part, est prêt à recomposer l'Assemblée nationale en matière de reprise des élections dans des circonscriptions électorales excessivement à risque, où les résultats n'ont pas été acceptés de tout le monde, tels que les communes 1, 2, 5 et 6 de Bamako. Lorsqu'un président comme Ibeka, un président élu et réélu, dit « je suis ouvert à des négociations et discussions avec toutes les sensibilités » et qu'il est en train même de revoir l'éventualité de faire partie, la présidente de la Cour constitutionnelle, taxée de ce que vous savez. Bon, j'estime qu'il a pratiquement tout donné, puisque dans tous les cas, il a la légitimité à la tête du Mali jusqu'en 2023. D'accord. Bruno Aromanyangao, après, disons, cette sortie, l'appel à la mobilisation du 5 juin dernier, qui porte d'ailleurs le nom de, disons, de ce mouvement, 2 semaines après, évidemment, plus de gens étaient donc dans la rue. On constate que de plus en plus, il y a quand même une contestation qui... les contestataires, j'allais dans leur rang grossit davantage par rapport à la première sortie.
Alors, je crois qu'il faut commencer par situer le Mali dans son contexte. Au niveau sous-régional, vous savez que c'est un pays immense, un pays très vaste, qui est adossé au pays du Maghreb. Plus d'1 million de kilomètres carrés. Le pays du Maghreb, dont l'un des plus stratégiques, en l'occurrence la Libye, a volé en éclats après ce que nous avons connu, la crise libyenne, et donc qui a fragilisé beaucoup de pays donc sahéliens. Et le Mali en a fait les frais. Et c'est donc un pays qui tient sur des béquilles au niveau sécuritaire. C'est un pays fragilisé par les incursions djihadistes. Il faut donc tenir compte de cet environnement, de cet État qui est fragile. Ajouter à cela beaucoup de questions qui sont restées en suspens. Donc la question des satisfactions des besoins sociaux, économiques de la population, qui pour beaucoup n'ont pas été, pris suffisamment en compte et qui font qu'il y a un malaise, un mal-être au niveau donc, de la société malienne et qui va être donc repris en boucle par les manifestants. Donc, ajouter l'un dans l'autre la situation sécuritaire et l'insatisfaction des besoins sociaux, ajouter à cela peut-être la grande déception du jeu, sinon de la non-transparence des échéances électorales, va créer un cocktail qui conduit le Mali dans la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Et mais qu'est-ce qui a mis le feu aux poudres à travers ces contestations? Est-ce que c'est la situation sécuritaire, disons les résultats contestés, les législatives, ou la revendication initiale, par exemple, des enseignants? Parce que quand même, on voyait sans doute l'imam, la mobilisation à des échelles pas plus élevées, mais du coup, depuis le 5 juin, c'est quand même le boom. C'est beaucoup de raisons et la raison immédiate, c'est les contextes dans lesquels la dernière élection ou les dernières élections législatives ont été organisées et ensuite ce qui en est sorti comme résultat. Mais vous avez su le dire, le président Ibeka en fait a été élu en 2013, d'accord, sur une note de 2 principaux défis à relever. Sécuriser le Mali et faire en sorte que tout le territoire national soit effectivement géré par l'État et que l'autorité de l'État soit effectivement restituée au sein du Mali. Parce que ce n'était pas du leurre. Non, pour plus d'1 million de kilomètres carrés. Il l'a promis. Et les gens ont cru en lui. Et disons que ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible. Et le second défi, c'est ce que fait tout pouvoir légitime mis en place, c'est-à-dire l'élaboration et la mise en œuvre de politiques publiques pour répondre aux besoins du peuple. Sécurité, santé, agriculture, eau, énergie, pistes de desserte, et puis tout ça. Alors, lorsque, dans un pays comme celui-là, qu'il vient, dans de pareilles conditions, la première des choses, c'est de faire en sorte que l'assainissement des finances publiques soit une réalité. Ça, en une année, le président Ibeka devra faire en sorte que le dernier des Maliens sente, croit et comprenne que l'argent qui est le sien, c'est-à-dire l'argent du contribuable malien, est utilisé à de bonnes fins. Peu importe la quantité. Ça peut être un tout petit peu, mais il faut que le Malien pense que ce qui sort des caisses de l'État malien, effectivement, serve à quelque chose dans le pays et non à distribuer à des amis et à des proches par des trustements mis en place de telle ou telle manière. Ils l'ont pas vu. L'a-t-il fait? Non. Non, je ne vais pas dire qu'il n'a pas fait, mais le peuple estime qu'il n'a pas vu. Alors, les revendications sociales de plus en plus s'intensifient. La question liée aux enseignants, vous le savez bien, le secteur de l'éducation, après la santé et l'agriculture, c'est l'éducation. Parce que c'est ça, en fait, qui donne de l'espoir en matière de développement pour tout pays au monde. Même les pays les plus développés ont réussi à relever les défis de l'éducation avant d'en être là où ils sont. Ça n'a pas été fait pour ce que disent les populations. La santé, ils en sont là parce que si vous avez de bonnes informations, les acteurs de la santé s'apprêtent à aller en grève au Mali aussi, en appui aux acteurs de l'éducation, d'accord, ou des différentes formes d'enseignement, et à cela, la revendication politique. Et quand je vous parle d'élections législatives, c'est surtout par rapport au fait que
ces mouvements qui se sont mis ensemble aujourd'hui et qui s'appellent patriotes présentent le président Ibeka en fait comme un expert en fraude électorale. Je dis le présente. Parce qu'en fait, ce qui crée problème aujourd'hui, c'est, disons, une dizaine de députés. L'Assemblée nationale du Mali, 147 députés. D'accord? Ils estiment qu'officiellement, le président en a 43 et non 53. Alors, il y a ce gap de 10 députés qui fait que, au total, ces 3 anciens premiers ministres, les leaders religieux qui, en 2013, l'avaient soutenu pour la plupart à partir de Mahmoud Diko, qui est de l'école irakienne où la politique n'est pas intimement détachée ou séparée de l'animation de l'État. Chez eux, en Irak, il faut la rigueur religieuse ou le rigorisme religieux pour gérer l'État. Donc cette implication là-bas n'est pas une implication qui est mal vue. Introduit au Mali, sans dire que il avait été, en 2009, lors de la mise en place du Code des personnes et de la famille au Mali, qu'il avait été pour ceux qui pensaient quand même que leur société n'avait pas atteint ce niveau-là. Alors, lorsque vous voyez toutes ces raisons pour lesquelles il a rompu les amarres avec ses anciens soutiens, qui, de 2013, quand même un passé récent, l'ont porté là où il est. D'accord? Dans un pays fragilisé où l'armée n'est pas tout à fait dominante sur un certain nombre de secteurs dans certaines zones du pays, quand on regarde tout cela, ça produit un cocktail explosif face auquel le président n'a pas eu suffisamment de poids. Bruno Romayagaou, on a vu quand même, après ces élections du 22, j'allais dire, qui sont les élections législatives, notamment avec la contestation précisément dans la capitale Bamako, où le taux de participation était tout de même de 12%, officiellement d'ailleurs déclaré, où les il fallait relever tout à l'heure la pomme de discorde quand même sur 10 députés au niveau de l'Assemblée nationale. Est-ce que pour vous, cet élément a été, j'allais dire, déclencheur dans ce mouvement, dans la contestation qu'on observe, ou évidemment peut-être d'autres revendications étaient à l'origine? C'est un élément important. Pas l'élément déclencheur en tant que tel, c'est un élément important dans la balance qui pèse. Le jeu démocratique, les populations peuvent fermer les yeux à certains moments sur certains enjeux quand certaines préoccupations sont bien prises en compte, n'est-ce pas? Quand au niveau du social, quand au niveau de l'environnement économique, quand tout semble, bien agencé et que tout marche sur de l'huile, on ferme un peu les yeux sur un certain nombre d'aspects. Mais au Mali, il y a la situation générale, il y a ce sentiment de mal-être, et puis donc que le citoyen ne s'identifie plus dans le chef de l'État. À partir de ce moment, ça devient compliqué et tout peut faire chambouler les choses. Et justement, ces élections étaient déterminantes parce que il y a en vue le départ de Ibeka, qui n'était pas encore manifeste, les populations ne s'exprimaient pas là-dessus, mais les populations ne se reconnaissaient plus déjà dans cet homme et étaient en train de préparer une alternative. Et donc quand autour de lui les élections sont bâclées, on se dit ça devient grave. Voilà, parce qu'en réalité, la pomme de discorde était déjà consommée. Voilà. Donc à ce niveau, il faut comprendre tout simplement que Ibeka, comme beaucoup de chefs d'État dans la sous-région, joue sur des leviers qui ne sont pas forcément des leviers démocratiques. Lesquels? Alors, les élections. On a des élections, on est dans des systèmes multipartisans, on est dans des régimes démocratiques, mais en réalité, vous savez que la nature de nos élections ne répond pas véritablement à ce que ça devrait être. En réalité, les tripatouillages, les achats de conscience continuent toujours de désaxer le jeu, de ne pas faire transparaître la réalité des urnes. Donc, comme je disais en amont, quand on est dans une situation où le citoyen peut se contenter d'un revenu qui lui permette de vivre, il peut fermer les yeux sur un certain nombre de choses. Mais quand la situation elle-même devient délétère, quand la situation se désagrège, je veux dire en général, ça devient compliqué. Et là, la population n'a pas voulu laisser passer. C'est pas les premières
législatives au Mali. Ce n'est pas les premières élections au Mali. Et je doute fort que les élections précédentes aient été des élections très claires, totalement des élections limpides. Non, pas du tout. Je vais vous laisser réagir sur l'imam Dicko quand même, qui est une personnalité influente, on a vu tout de même. Alors que pensez-vous? Est-ce que c'est sans doute une stratégie un changement de stratégie? C'est vrai, on voit l'imam Dicko très influent qui appelle évidemment les gens à sortir, mais de plus en plus quand même on voit beaucoup plus le M5, disons, prendre le devant des choses, même si aussi il y a disons dans les négociations, il y a aussi des rencontres qui se sont tenues un peu avec l'imam Dicko. Alors moi je voudrais... On présente l'imam Dicko comme un leader religieux, comme un homme de la société civile. Mais moi, je voudrais voir en l'imam Dicko un peu tacticien politique. D'ailleurs... il refuse et il estime quand même qu'il oui, c'est ce qu'il dit officiellement. Est un chef religieux. Mais vous savez, dans des pays comme le Mali, dans des pays comme le Sénégal, vous savez, la prépondérance des acteurs religieux dans le jeu politique, c'est des gens qui font et qui défendent les politiques, tout simplement à cause du pouvoir qu'ils ont. Qui est non négligeable. Le Mali, c'est quand même 95% de musulmans. Donc, c'est quelqu'un qui a déjà, par le passé, mis en difficulté des régimes et qui a mis en difficulté certaines lois et qui a poussé le législateur et qui a poussé le gouvernant à revenir sur certaines décisions. Donc ce n'est pas quelqu'un qui apparaît par effraction, c'est quelqu'un qui est déjà dans le sérail politique depuis très longtemps et qui joue sur un certain nombre de leviers. Alors la CEDEAO va au contact, il fait profil bas, il se met en arrière-plan et puis c'est maintenant d'autres acteurs qui sont au devant de la négociation. Est-ce que ces acteurs qui sont passés devant ont coupé les amarres avec l'imam Dicko? Je ne pense pas. Je pense qu'il est toujours là et qu'il continue de manipuler. Ils se sentent tellement proches du but. Ils se disent que on peut le pousser hors, on peut le bouter hors du pouvoir. Donc pourquoi ne pas y aller franchement? Aimé Tchefa, est-ce que c'est un changement de stratégie? Je voulais que vous opiniez sur cet aspect. À mon avis, oui, parce que le monde entier, parce qu'il faut dire, le Mali est un État laïque. Le Mali est un État laïque. Et il n'y a pas de débat sur la laïcité de l'État. Alors que le monde entier conçoive qu'en fait, le chef de file de l'opposition, de facto, en l'absence de Soumaïla Cissé, est un imam, cela posera un problème et un grand coup à la démocratie malienne. Alors, dès lors qu'il en est ainsi, parce que regardez bien dans les pays de la sous-région, entourant le Mali, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Sénégal, d'accord, qui aussi, pour la plupart, sont des pays à fort élevé taux de musulmans. Alors, quand vous prenez tout cela, ça ne se passe pas comme ça chez eux. C'est autrement. Au Sénégal, vous savez très bien, aucun imam n'a l'influence de l'imam Dicko. Ah oui. Il y en a qui sont très influents. Tout le monde sait que personne ne bat campagne à tout bas quand nous sommes au Sénégal, mais toutefois, leur influence est contrôlée quand même. Et que ce n'est pas déterminant du politique. Alors que dans le cas que nous sommes en train de voir, qui paraît être un peu un cas, je vais dire paradoxal, de ce que devraient être les choses dans un État laïque, moi je salue plutôt la sagesse de l'imam Dicko, qui a compris en fait qu'il faut laisser la politique en avant, jouer effectivement son rôle d'homme d'influence et non d'homme de pouvoir. Je dis qu'il aille déjà au contact, qu'il aille à ce niveau où c'est lui qui prend le devant lors des rassemblements, qui donne des mots d'ordre, qui envoie les politiques au palais, qui attend que ceux-ci reviennent avec un résultat et qui est devenu l'un des tout premiers interlocuteurs de la CEDEAO, venu donc pour régler la crise. Vous voyez que sa posture-là n'est plus uniquement une posture d'homme religieux, de personnalité morale et religieuse qui en fait est censé jouer un rôle d'influence et non de pouvoir. Il a compris cela et il a la sagesse nécessaire pour faire passer devant les hommes politiques. Et je dis aussi que l'absence de Soumaïla Cissé, certainement, l'a amené à opérer jusqu'à ce niveau, mettant peut-être en risque même sa carrière d'imam. Bon, c'est un septagénaire aussi. Bon, donc, au total, pour moi, je crois, je dis bien pour moi, c'est une stratégie
qui arrange l'opposition et qui arrange la démocratie malienne. Donc, à mon humble avis, c'est à saluer. Alors, on en vient à présent maintenant aux différentes revendications des différents manifestants. C'est vrai qu'au départ, on était donc sur, évidemment, le point de la revendication principale des enseignants, notamment l'article 39 de cette loi qui précise, je le rappelle, on dit toutes majoration des fonctionnaires relevant du statut général s'applique de plein droit au personnel enseignant. IBK différait donc son application. Le président vient donc de céder sur ce point. Au niveau de la Cour constitutionnelle, MHFA, il y a quand même 4 démissions et plus un décès, puisqu'ils sont quand même 9 rendants du coup, mettant, j'allais dire l'institution dans l'incapacité quand même de statuer. Est-ce que IBK n'a pas fait suffisamment de concessions pour que les militants quand même puissent se raviser ou J'en parlais à l'entame. J'ai dit, c'est un chef d'État légitime. Il ne faut pas oublier ça. Il a été élu. Bon, mal, ceci, cela, il a été élu et il a été réélu. Alors, lorsqu'à ce niveau, il est sincère jusqu'à ce degré-là, et dit, écoutez, regardez, que voulez-vous encore que j'offre, et qu'on ne parle que de sa démission dans une démocratie. Je crois que, parce que la notion de mandat est aussi une notion clé de la pratique démocratique. On ne peut pas installer un chef d'État quand on veut et le relever quand on veut. La souveraineté populaire ne signifie pas de l'anarchie populaire. On sait quand est-ce qu'un mandat commence et quand est-ce que ça prend fin. Et les actes spécifiques qui peuvent amener le peuple, l'unique détenteur du pouvoir, à arrêter un chef d'État dans son élan de zèle négatif par rapport à tel ou tel fait, je crois, à mon humble avis, que le peuple malien n'est pas encore arrivé là. Et ne revendiquer que la démission d'un chef d'État constitutionnellement élu, doté de légitimité dans le contexte malien, bien évidemment. Qui n'a pas respecté ses promesses. Oui, je suis d'accord. En fait, aucun dirigeant au monde n'a suffisamment d'argent pour financer le développement, même dans les pays les plus développés. Toutefois, il y a un minimum sur lequel il ne faut pas négocier. Que les enseignants soient payés plus ou moins décemment, que les gens aient l'eau et l'électricité, que le dernier des Maliens puisse avoir au moins 2 repas par jour, cela ne peut être négocié. Et justement, c'est sur ces points, Bruno Aromayangao, que, disons, le problème se pose. Alors, je parlais tout à l'heure, disons, de ces points sur lesquels IBK semble même fléchir. Il va même jusqu'à dire, je suis peut-être prêt à dissoudre l'Assemblée nationale et à reprendre les élections. A-t-il déjà trop fait, ou bien ce sont aujourd'hui les manifestants qui montent l'enchère, selon vous? Montent les enchères, excusez-moi. Une chose est sûre. Le président se trouve dans une situation extrême, une situation délicate, une situation où il ne peut que concéder pour garder le peu de pouvoir qui lui reste. Mon vis-à-vis parlait de légitimité tout à l'heure. Je me demande s'il ne faut pas aussi que le législateur réfléchisse et nous aide à avoir des constitutions qui permettent aussi, comme c'est le cas pour les maires, qu'on puisse introduire la révocation aussi pour le mandat présidentiel. Parce qu'en termes de légitimité, c'est le peuple qui, je veux dire, qui est le baromètre. Alors, c'est vrai que pour être puriste, on peut s'attacher aux tests, voici ce que les tests disent, mais quand la population sort dans sa grande majorité, la légitimité se trouve où? Dans les tests ou dans ceux qui sont dans la rue? Est-ce que ce zèle, c'est un zèle qui est négatif, ou bien est-ce qu'il faut le prendre véritablement en compte? Alors, il faut aussi voir la nature de nos sociétés et voir la nature de nos revendications. À quel moment le président cède? Il cède parce qu'il est acculé. Les revendications ont commencé depuis longtemps. A-t-il joué la carte du pourrissement selon vous? Je crois qu'il n'a pas bien joué. Et ça, c'est pas symptomatique du Mali. Nos chefs d'État refusent, sinon on n'a pas une bonne pratique du dialogue social. C'est-à-dire dialoguer avec les forces professionnelles, socio-professionnelles, dialoguer avec les syndicats semble, il me paraît, signe de faiblesse pour un bon nombre de chefs d'État. C'est comme si on n'était pas fort. Il faut toujours être le chef, celui qui dit et celui dont la parole est exécutée. Donc le dialogue social n'a pas réussi. Je pense que depuis longtemps, IBK serait rentré en contact avec les manifestants. Les enseignants, ça date depuis longtemps déjà. Ça date depuis 2 ans au moins, où il y a eu une marche à Bamako. Quelle a été sa gestion
de ces revendications, de cette crise. Donc quand vous êtes acculé et que vous faites des concessions, on se dit, bon, le gars il est fragile, c'est pour cela qu'il fait ça. Donc pourquoi ne pas aller, pourquoi ne pas lui donner le coup de lance au bois? Et M. Tchefa a-t-il joué la carte du pourrissement? A-t-il attendu longtemps? Parce qu'on se pose une question entre, disons, la volonté de dire non, nous différons l'application par exemple de l'article 39. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui a fait qu'il dit est-ce que subitement les caisses, j'allais dire, du Mali aujourd'hui sont remplies du coup? Voilà. Non, les caisses ne sont pas remplies, mais il a le dos au mur. Donc, bon. Il n'a pas joué, selon moi, il n'a pas joué la carte du pourrissement. Mais disons que, en fait, l'éventail dans lequel il se mettait pour négocier par rapport au mouvement collectif, négocier par rapport aux revendications, c'était en fait très réduit. Et le peuple estime qu'il devrait faire cesser la corruption, arrêter de financer telle ou telle dépense de prestige, de voir le niveau de vie suffisamment élevé au-dessus de la moyenne de tel ou tel de ses collaborateurs ou ministres, que le fait de serrer tout cela pourrait lui permettre de répondre à telle ou telle revendication. Mais quand un chef d'État est élu, ce n'est pas vous qui allez lui dire en fait comment il doit former son équipe, les différentes modifications institutionnelles qu'il doit opérer pour pouvoir, c'est comme un chauffeur, un conducteur qui est au volant de sa voiture. Si les passagers deviennent tous des conseillers, bien évidemment, vous avez une idée de ce qui arriverait. Et je profite pour redire encore un mot sur la notion de légitimité, parce que c'est le fait de ne pas comprendre cela qui, dans nos pays en Afrique, engendre beaucoup de problèmes. La légitimité en démocratie, et surtout en démocratie participative, l'une de nos démocraties, signifie seulement que, enfin, ou majoritairement que, obtenir le pouvoir doit d'abord partir de la légalité, c'est-à-dire qu'est-ce que la loi a prévu. Et si oui, le truchement par lequel vous devez obtenir le pouvoir, est-ce que c'est le peuple qui vous le concède? En démocratie, ce sont les élections, ce sont les urnes. Il n'y a pas de pays au monde où les élections sont suffisamment propres et pures. Vous avez vu l'élection du président Donald Trump, vous avez vu. Et pourtant, c'est l'une des démocraties les plus grandes au monde, de par son nom et puis son ancienneté. Alors, lorsqu'un chef d'État détient son pouvoir du peuple et qu'il l'exerce, je le dis bien, la notion de mandat est une notion importante pour toute démocratie au monde. Et je vais dire le constituant, là je ne vous parle plus de législateur, mais je vous parle du constituant, là ainsi fait pour qu'il n'y ait pas de l'amalgame, si on a la possibilité, à travers de simples revendications, de réduire un chef d'État dans l'état d'un maire, pour dire il a pris le bulldozer ou la niveleuse de la mairie pour racler sa voix, garer devant sa maison, on va le destituer. Ça veut dire que tous les matins, nous risquons d'avoir un chef d'État. Lorsque vous disposez d'un mandat aussi, il vous faut un temps pour avoir les effets. Il a eu quand même le premier mandat qui est passé. Non, je ne dis pas qu'il n'en a pas eu. Je suis parti de son cas pour expliquer une notion. Maintenant, quand je reviens à lui, vous parliez de pourrissement, concept que je n'utilise pas. Je peux dire qu'il n'a pas suffisamment trouvé à temps les clés nécessaires pour répondre aux problèmes urgents. Les problèmes urgents, nous le savons. L'eau, l'électricité, enfin, les premiers besoins sociaux de tout peuple. Les travailleurs, les partenaires sociaux. En tant que chef d'État, discuter avec les partenaires sociaux, de mon point de vue, est symbole de force. Parce que c'est le chef qui écoute. Le chef, en fait, même dans l'anthropologie africaine, dans l'anthropologie du pouvoir d'État africain, c'est que tout coup, le chef, c'est celui qui écoute et qui pratique la volonté du peuple qui l'a fait roi. C'est aussi simple que ça. Est-ce que ce n'est pas une notion, une perception surannée même de la démocratie ou du chef? Parce qu'évidemment, aujourd'hui, on parle beaucoup plus du dialogue. Par exemple, on vous dira sans doute dans les entreprises qu'il faut beaucoup plus de leaders et non de dirigeants. En tout cas, celui qui montre les Non, pas de leader, pas de manager. De manager, voilà, évidemment. Donc, est-ce que ce n'est pas une perception, un peu surannée de la démocratie, disons,
des chefs d'État quand vous expliquez un peu la notion. Je ne crois pas. Ouais. Et les chefs d'État qui n'écoutent pas le peuple, vous savez comment ils finissent. Vous savez très bien, tôt ou tard, il y a une façon dont ils finissent. Et à mon avis, si vous connaissez un peu la psychologie du président Ibeka, c'est pourtant un homme doux. C'est pourtant un homme qui a une psychologie. A déposé les armes, a dit qu'est-ce que vous voulez. Il l'a fait à maintes reprises. Voilà. Donc, et on l'observe d'ailleurs à travers ces différentes réactions. Bruno Romagna-Gao, c'est vrai, gouvernement d'union nationale, on a vu la CEDEAO, une délégation de la CEDEAO qui essaie donc de rencontrer les différentes parties brûlantes. Nous ne voulons pas d'un gouvernement d'union nationale. On réclame la tête de la présidente de la Cour constitutionnelle qu'on estime quand même être un élément essentiel dans les fraudes présumées ou vraies, en tout cas, qui sont évoquées. Alors finalement, les manifestants qui demandent la démission d'Ibeka, est-ce possible et sans doute à quelles questions, à quelles conditions, j'allais dire? Alors, je voudrais revenir un peu sur la légitimité. Je ne fais pas un pas en arrière. Je voulais dire, par exemple, dans la plus grande des démocraties, les États-Unis, quand même, il y a une sorte de système mis en place qui pourrait apparaître comme la révocation, c'est le vote de confiance, qui permet quand même aux électeurs américains d'accorder leur confiance à celui qu'ils ont déjà élu avant la fin de son mandat. Donc moi je pense que vu les mouvements, vu les remous que nous avons dans nos sociétés, peut-être qu'il faudrait penser aussi à cela, parce que c'est vrai que le constituant ou le législateur mettent toutes les batteries à la charge de celui qui a été élu pour gouverner le peuple, et que dans la marche, le contrat soit rompu d'une manière ou d'une autre. Voilà, quand on se retrouve face à cette situation... Mais certains régimes en ont déjà, oui. Les régimes parlementaires ou semi-parlementaires. Voilà, en tout cas, donc je pense qu'il faut aussi peut-être penser cette expérimentation ici. Ici d'ailleurs, dans notre pays, un parti aussi l'a souvent revendiqué, c'est le PCB, pour ne pas faire de publicité, qui a pensé aussi qu'il faut introduire la révocation pour le mandat présidentiel. Pour revenir à la question que vous posez, je voudrais dire que demander la démission, est-ce que c'est excessif pour un peuple qui ne se reconnaît plus, qui ne se retrouve plus dans celui qu'il a élu? Je ne pense pas. Maintenant, de manière concrète, comment est-ce que les choses peuvent se faire? Est-ce que le Mali va arriver à cette situation que le Burkina a connue il y a quelques années? Parce qu'au Burkina aussi, il y avait toutes les lois étaient là. Le président jouissait encore de toute sa légitimité, mais avant le terme de son mandat, il a été bouté hors du pouvoir. Est-ce que les Maliens vont se servir ou bien penseraient que ce schéma marcherait chez eux? Je pense que si la CEDEAO joue bien, on pourrait ne pas arriver à cette situation. Parce que pour moi, il est clair que c'est vrai, Ibeka a encore des partisans, mais là, ils sont submergés par la tempête d'ICO, et je pense que les institutions sous-régionales devraient pouvoir permettre que nos lois au niveau interne et au niveau sous-régional puissent être respectées. Non, je voudrais dire que ce qui est arrivé au Burkina Faso ne peut pas servir de jurisprudence à ce qui arrivera au Mali, parce que vous connaissez bien le contexte. Un militaire qui a fait 27 ans au pouvoir, de facto un pouvoir de dictature et tout. Ce n'est pas du tout le cas de Ibeka. C'est quand même 7 ans. Est-ce que forcément ça doit s'apprécier en matière du nombre d'années aujourd'hui, Ebetifa? Non. Je crois que le débat n'est pas en termes du nombre d'années, que nous menons un débat sérieux ici. Mais c'est un débat en termes de quel est le retour que vous faites au peuple par rapport aux promesses que vous avez effectuées. Et quels sont les défis sur lesquels vous avez été élu. C'est en ces thèmes que moi je vois le problème. Et je dis, là-dessus, le président Ibeka n'a pas encore fauté jusqu'à ce point. Quand j'en arrive au cas des États-Unis mentionné par Bruno Romagna-Gao, mais il oublie de mentionner la notion d'impeachment aux États-Unis, qui vous donne le droit. C'est-à-dire que lorsque le cas d'impeachment n'a pas été observé, la continuité du mandat du chef de l'État n'est pas remise en question. Et qu'est-ce que les Américains mettent en fait dans l'impeachment? C'est-à-dire trahir l'État. Par exemple, le chef d'État américain introduit des djihadistes sur le territoire national, où serait de connivence avec la tuerie de milliers d'Américains. Tout ce qui a trait à la sûreté de l'État. Le chef de l'État a croisé les bras ou alors se trouve être comme
complices pour qu'un grand coup abatte le pays. C'est beaucoup plus ça aux États-Unis. Pas sur des questions de revendication sociale de cette envergure. Alors, pour en venir ici, à mon avis, on peut toujours en débattre. Je dis, on n'en est pas encore arrivé là. Pour un chef d'État qui a été élu et réélu, c'est possible de discuter. C'est possible de lui donner un peu de temps. Et c'est possible encore, parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on veut qu'il fasse en définitive? On veut des politiques publiques, de sécurité, d'emploi, d'eau, d'électricité, d'agriculture, de santé. Je crois que c'est ce qu'on veut. Et que ce qu'on veut n'est pas qu'il cède sa place à quelqu'un qu'on estime être plus coté que lui, je ne crois pas. Si c'est ça, nous sommes dans des jeux politiques et non dans des revendications sociales pour tout le monde. On n'est plus dans une action collective saine. Je crois que nous sommes dans une action collective saine et non dans une action collective politique. Dès lors qu'il en est ainsi, accepter la mise en place d'un gouvernement d'union nationale, pour moi, serait une solution. Revoir les élections législatives, les reprendre dans les circonscriptions électorales où les résultats n'ont pas été acceptés par tout le monde, je crois que c'est une façon de vouloir la vérité, parce que je l'ai dit à l'entame de cette émission et je crois que c'est important de le répéter. Vu la situation sécuritaire du Mali, vu tout ce qu'ils ont traversé, vu les réalités liées, d'accord, à leur politique publique de sécurité, ils ont plus intérêt à se resserrer autour de l'animation saine du pouvoir politique en vue de la légalité et de la légitimité par rapport aux issues et aux voies de prise du pouvoir politique et de son exercice. Lorsque, par des supputations du genre qui ne relèvent pas de l'action publique saine, de l'action collective saine, mais plutôt de ce que vous pouvez imaginer, c'est que ça ne fera que fragiliser l'autorité de l'État. Et un État qui n'est pas suffisamment fort au Mali ne pourra pas contrôler le territoire national en vue de la sécurité, qui est la quête la plus demandée aujourd'hui. Le M5 vise-t-il le pouvoir au bonheur au Mayangao, ou justement la satisfaction des revendications? Au vu de la revendication, il n'y a pas d'amalgame à se faire. Il n'y a pas d'amalgame à se faire. Il vise le pouvoir. Il demande la démission du chef de l'État. Pourquoi faire? Pour prendre le pouvoir. Voilà. Donc il n'y a pas à tergiverser là-dessus. Alors ce que je veux dire simplement, c'est que je comprends bien l'analyse de mon vis-à-vis, mais les peuples sont aussi imprévisibles. Le peuple, vous ne le contrôlez pas à 100%. Il y a cette... je ne sais pas, il y a cet aspect dans la gestion des peuples qui fait que le constitutionnel et le législateur prennent toujours, mettent toujours les garde-fous pour ne pas qu'on déborde. Mais il peut arriver qu'on en arrive là. Voici un président qui est à quelques 2 ou 3 ans de la fin de son mandat. Le peuple lui demande de partir tout simplement. Est-ce que le peuple n'est pas sachant? Est-ce que le peuple ne sait pas? Est-ce que ceux qui revendiquent, c'est seulement un imam qu'on pourrait voir comme quelqu'un qui n'est pas au fait de la gestion de l'État, mais qui en fait est quelqu'un de très instruit, qui est quelqu'un qui a un bon niveau et qui est dans le giron politique depuis très longtemps? Mais ceux qui animent le M5, c'est quand même des intellectuels de haut niveau et qui demandent la démission de l'État. Donc ils sont conscients de tout ce qu'il y a comme arsenal, je veux dire juridico-politique, mais je disais à l'entame que nous sommes dans un État fragilisé, un État qui tient sur des béquilles. À partir de ce moment, on peut demander tout ou rien. Le peuple peut aller jusqu'à l'excès. Et moi, je vois la CEDEAO justement comme une bouée de sauvetage pour IBK. La CEDEAO a fait des propositions, elle doit pouvoir s'en tenir à cela, y compris, même si elle doit envoyer une armée du renfort pour maintenir l'État malien en l'état, si je puis m'exprimer ainsi, pour ne pas qu'on déborde et pour ne pas que ça fasse aussi jurisprudence, comme vous disiez tout à l'heure. Le cas du Burkina Faso, le cas du Mali, dans une sous-région où, je veux dire, les populations ne sont pas forcément en phase avec les dirigeants, peut donner des idées, alors qu'on n'en a pas besoin, je veux dire, les dérives démocratiques dans nos États. Évidemment, cette situation que l'on observe actuellement au niveau du Mali, est-ce qu'elle peut avoir un peu des répercussions dans d'autres? Évidemment, si
on allait peut-être jusqu'à, je sais pas, je le dis peut-être à la démission, je le souhaite forcément pas, ou peut-être si la situation perdurait, est-ce qu'on pourrait avoir de façon géopolitique ou géostratégique dans cette région que vous avez semblé donc de décrire tout à l'heure, d'autres impacts avec ce que l'on observe? J'en parlais tout à l'heure dans mon propos. Vous avez la menace djihadiste n'est pas propre seulement au Mali. Vous avez le Burkina Faso, vous avez la Côte d'Ivoire, vous avez des grands États comme le Tchad, comme le Cameroun. C'est vrai qu'ils ne sont pas dans notre sous-région, mais le Niger qui abrite la force Barkhane. Vous avez un problème qui est transversal et qui peut, je veux dire, conduire. Les mêmes effets pourraient conduire. Non, est-ce que c'est ça qu'on dit? Les mêmes causes pourraient conduire aux mêmes effets. Oui. Donc, je veux dire, c'est aussi des anciennes colonies françaises qui vivent les mêmes problèmes de société et qui pourraient s'inspirer de ce qui se fait chez le voisin pour s'inspirer dans leur quête. Et M. Tchifa, Bruno Romagao considère quand même la CEDEAO comme peut-être une bouée de sauvetage. Les contestateurs pourront-ils entendre de cette oreille? Oui, pourquoi pas. La CEDEAO est là pour jouer un rôle de médiateur. Un rôle de médiateur, pas pour le départ du président Ibeka. Évidemment, c'est vrai. Voilà. Alors, la CEDEAO est là, en fait, pour qu'ils discutent. Et puis, discuter, cela doit amener les Maliens à comprendre simplement qu'ils ont intérêt à ne pas fragiliser leur État. C'est-à-dire, si ce qu'ils demandent, ce sont les politiques publiques, il faut trouver le canal pour le faire. C'est le gouvernement qui le fait. Il dit, je le reprends, d'union nationale. Ça veut dire que ceux qui seront membres de ce gouvernement, tous ne relèveront pas de son unique volonté. Bon, je ne sais pas encore ce qu'ils veulent. En plus, je n'ai jamais été pour le désordre ou pour la bagaille. Et quand on parle de démocratie, c'est aussi un certain nombre de principes à observer. Je dis à mon avis. Le président Ibeka n'a pas encore commis de faute grave de cette ampleur pour que cela soit exigé. On parle de corruption présumée également au sommet de l'État. Est-ce que ce ne sont pas forcément quand même des griefs? Vous avez utilisé le mot présumé. Vous avez su l'utiliser. Et puis, à la tête de nos États, à la tête des États, vous n'avez pas vu dans un pays occidental, même si c'est de l'Europe de l'Est, un chef d'État déposé dans la poubelle, ou bien vous n'avez pas vu dans la poubelle. Évidemment, il a été déposé dans la poubelle. Alors, c'est pour dire que simplement, lorsque vous êtes à ce niveau-là, c'est très facile de confondre ses avoirs personnels aux avoirs de l'État. Il faut avoir suffisamment la tête sur les épaules pour comprendre simplement que on est dans une situation de service et de servir. Un dirigeant politique, en principe, doit servir et non doit se servir. D'accord. 15 secondes pour conclure, Bruno Romagao, sur, disons, ces mouvements, cette protestation que l'on observe actuellement au niveau du Mali. Peut-être d'ici là, ça va s'arrêter ou... Oh, bon, ce serait difficile de présager de l'avenir, mais je crois que la CEDEAO a encore toutes les manettes en main pour pouvoir jouer son rôle de sapeur-pompier. Et je pense qu'on arrivera à une situation où Ibeka restera jusqu'à la fin de son mandat. C'est mon souhait. Le vôtre aussi? Non, nous nous rejoignons. Alors, sur cela, la démocratie, c'est la pertinence, c'est également le respect des tests que nous nous sommes librement donnés. Et je crois que tous les chefs d'État au monde, pas uniquement africains, pourront tirer leçon de là. Parce qu'en définitive, pour moi, la leçon la plus importante à tirer de ce qui arrive au Mali, c'est que le peuple est l'unique détenteur du pouvoir. Merci. Voilà, merci à vous, Aimé Tchifa. Merci donc pour votre analyse. Évidemment, vous étiez donc en face de Bruno Romagao, qui est donc écrivain, consultant politique. Aimé Tchifa, vous qui êtes donc sociologue et puis expert en stratégie de développement. Mesdames et messieurs, ce sera donc tout pour cette émission d'Angle de Vue. On parlait évidemment de cette contestation au Mali, jusqu'où ira évidemment le M5. Vous l'avez sans doute suivi. Merci de votre attention et à bientôt.